Donc, sixième et dernière table ronde sur universel et psychanalyse. Et je ferai attention à la lettre qui est le corps du langage. Si le langage se greffe dans notre corps après notre naissance et on devient humain, et je trouve que c'est intéressant de reprendre les signifiants qu'on a touchés ici dans ce colloque, question sur l'universel et la diversité, en allant au cœur des mots. Je crois que parfois on fait des confusions dues aussi à l'histoire, par exemple la traduction de certains termes entre grec et latin, entre hébreu et grec, et après dans les langues modernes, je crois qu'il y a quelque chose qui échappe. Donc je vais m'attaquer à des oppositions qu'on a entendues ici, et comme par exemple, on a mis en opposition l'universel et les particuliers, on a mis en opposition l'universel et les singuliers, et ensuite universel et diversité. Mais aussi, j'ai entendu d'autres oppositions, comme diversité et identité. Comment s'en sortir avec tout ça sans aller au bout et toucher, titiller les mots et la lettre? Je vais en prendre 2-3 de ces oppositions pour pouvoir ensuite articuler mon discours. D'abord, on a entendu universel et particulier. Et M. Cazenave nous a bien enseigné que le terme vient du Moyen-Âge, d'origine chrétienne, et le terme universel, ça renvoie universum, qui signifie tout entier, point. Et les termes particuliers, ça se référerait à des objets, et il vient souvent opposé avec l'universel. Mais l'universel, il a une autre opposition, qui est le singulier. Qu'est-ce qu'on peut en faire avec ces deux oppositions? Et je remarque que les particuliers, dans sa racine par, renvoie d'abord à une partie qui est référée à un tout, et donc renvoie à quelque chose qui a à faire avec la quantité, pas la qualité, même si une quantité de quelque chose, à un certain moment, peut devenir qualité. Et donc on emploie doublement ce mot d'une façon, je dirais, compliquée, sans pouvoir bien expliquer quand on l'utilise dans un sens ou dans un autre. Les mots singuliers, ils se réfèrent plutôt à la qualité, et c'est la propriété de l'un qui est pertinent, c'est quelque chose, le singulier, quelque chose qui se réfère à quelque chose d'isolé, et donc quelque chose qui s'est détaché, qui s'est aparté, qui s'est séparé des autres éléments. Mais aussi le mot singulier, qui dans ce contexte a un sens qualitatif, quand il est utilisé en opposition au pluriel, il devient une quantité. Quand on dit singulier opposé des pluriels, singulier c'est un, quantité, et pluriel c'est plusieurs quantités. Mais même le mot pluriel a une valeur double. Ça peut être, par exemple, la majorité plurielle politique, c'est une qualité. Voilà. Et
Donc il faut sortir de là, sinon on n'arrivera pas à saisir l'opposition qui nous intéresse ici, qui est universelle et diversité. D'abord, je reprendrai encore les mots particuliers parce qu'ils me dérangent. Et je trouve que la vraie incompréhension, elle est là. Mais les particuliers, il n'a pas de sens. Au moins, il a une origine et donc un sens dans son opposition avec la totalité. Une partie se détache du tout et devient autonome. Mais ce détachement de cette partie, il a une force, une valeur seulement dans son valeur numérique, je dirais logique. Voilà. Et on est dans les logos. Pour comprendre bien cette relation entre particulier et totalité, je reprendrai un texte d'Alain Didier-Weil qui est publié dans la revue numéro 2, qui est dédiée au théâtre et à la psychanalyse, où Alain Didier-Weil se pose la question comment surgit un jour l'acteur en Grèce. Voilà. Et l'acteur surgit un jour, s'isolant, singularité, s'arrachant par un acte de séparation, s'arrachant du tout, et le tout c'est le cœur, et c'est un univers religieux, c'est une totalité, et il se met à part, il devient acteur, il devient singularité, et laisse le cœur dans une totalité blessée, parce qu'il devient totalité moins un, et on est là, donc encore dans le domaine de la logique et du nombre. Et le cœur, il a cette particularité, l'acteur, il a cette particularité qu'il est un petit peu hérétique, mais dès qu'il se met à jouer sur scène, c'est quantité, il devient qualité, singularité. Et donc, cette singularisation, ce isolement dans lequel il se met, et il a un double aspect, mais qu'on doit très bien saisir, sinon on ne comprend rien. L'acteur qui se sépare du cœur, j'ajoute un aspect intéressant, ça pourrait être selon moi Dionysos, parce que Dionysos est un des 12 fils de Zeus, le seul Dieu à avoir connu une vie mortelle avant de monter sur l'Olympe. Voilà donc quelque chose qui a à faire avec la vie, le temps, la mortalité, l'interruption, la séparation, encore une fois. Donc, c'est intéressant d'opposer l'acteur qui est d'abord particulier, mais il devient tout de suite singulier, à la totalité qui est un absolu et qui, dès qu'il est coupé d'un moins un, il devient un absolu relatif ou un absolu qui nous intéresse. Voilà. Quand on reste dans la totalité et dans les particuliers, on est dans les mesurables, relatifs, dans les quantitatifs, je dirais dans les logos du côté scientifique. Il faudra que je vais rapidement. On vient tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps, à l'opposition donc entre universel et diversité. Et je disais que l'acteur, il est particulier, il se transforme en singularité dès qu'il agit, entre autres. Et dans cette action des singularités, je vois bien l'acteur s'opposer à un universel qui serait pas une totalité d'abord. Et il ne serait pas non plus
une généralité, comme on a entendu, particulier opposé au général, mais ce serait quelque chose d'autre. Et c'est là que je vais essayer d'aller à la lettre pour faire dégager quelque chose que je crois de nouveau. L'universel, il est lu, on a entendu ce jour ici, que c'est un univers tout entier. On l'a déjà, cet entier, on l'a déjà coupé d'un moins 1, mais ça ne suffit pas. L'univers est composé par uni, un, et le mot vertere. Vertere plus unum, vertere plus unum. Ce matin, je pense que Baldine de Saint-Giron avait bien remarqué que universel signifie tourner tout entier vers un. Donc, c'est pas du tout, on n'est pas dans les un, on est dans un mouvement. Et dans un mouvement qui a été rendu possible par une fracture. Et ces mouvements, si on regarde un peu qu'est-ce que ça signifie vertere en latin, on comprend la nature de ces mouvements. Vertere, c'est tourner. Donc, c'est pas seulement... donc, c'est faire un détour, je dirais. C'est retourner, changer, convertir, je dirais faire une conversion. Donc, on est dans un lieu et il faut se transférer dans un autre lieu et transformer. Et les mots universum en latin traduit les mots grecs katolou, et qui signifie aussi en direction, pas du un, mais en direction de tout. Kat, en direction de tout holos. C'est très intéressant parce que si on va encore un peu en reculant dans le temps, dans une langue qui est en résonance avec les Grecs, l'hébreu ou le sémitique, voilà. Si on lit cet holos dans son signifié étymologique, on voit que d'abord olam signifie le monde, donc le tout, mais holos, ça peut venir de hola, qui signifie monter, croître, pousser, dépasser la mesure, aller au-delà. Mais c'est la définition de la physis, entre autres. Hein? L'universel a affaire avec la physis, donc. Hein? Et ça paraît, une fois dit, ça paraît assez logique d'ailleurs. Hein? Et donc, ça signifie encore élévation vers l'universel, monter vers l'universel. Ce qui m'intéresse ici de dire, c'est que l'universel, c'est un mouvement.